Bonjour Manuel, bonjour Benjamin. Déjà, première Bonjour question, Jean, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? nickel pour moi. Très bien Benjamin? pour moi aussi. Ouais. Ok, et ben super. Du coup, on peut direct commencer. Les gens commencent à se connecter doucement, mais ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc du coup, bah, comme convenu, on est le 5 mars, il est 15 heures heure française, et donc il était convenu aujourd'hui qu'on fasse un webinaire donc sur le thème de l'investissement immobilier en France en LMNP pour les non-résidents et les expatriés. C'est un thème qu'on a déjà traité dans le cadre de webinaires il y a quelques semaines déjà. On a trouvé intéressant d'en reparler, de réaborder le sujet parce que c'est vrai que l'investissement immobilier aujourd'hui, c'est un thème, on va dire, un peu charnière en ce moment. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On ne sait pas trop si c'est intéressant, etc. C'est vrai que l'actualité est un peu volatile sur ce thème. Donc voilà, donc d'où l'intérêt de réaborder un peu la chose sur ce webinaire aujourd'hui. Donc avant toute chose, je rappelle hein, qui on est, ce qu'on fait. Pour ceux qui nous regardent, donc Crédit International, on est un établissement financier basé à Paris, dans le 7e arrondissement, et on est spécialisé dans la banque assurance et la gestion patrimoniale pour non-résidents expatriés. Voilà, on est spécialiste non-résidents expatriés, on fait que ça, on travaille avec des gens du monde entier sur les 5 continents. On a un pôle dédié au crédit immobilier, on a un pôle dédié à l'assurance, on fait de l'assurance prêt, de l'assurance habitation, un pôle dédié à l'investissement et l'épargne. Et enfin, un pôle dédié à l'investissement immobilier et à la chasse immobilière. Le point commun de tous nos services, c'est qu'il est exclusivement adapté aux non-résidents expatriés. Voilà, avec des solutions de financement dédiées aux non-résidents expats, des assurances habitation, assurances prêt dédiées aux non-résidents expats, voilà, également tout le reste du service sur l'investissement, l'épargne, et également la chasse immobilière. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, sur le grill, c'est plus la partie chasse immobilière et financement immobilier qui va être abordée. Donc, en ma compagnie aujourd'hui, Manuel Bardoz, qui est responsable des financements immobiliers chez Crédit International, donc courtier depuis plusieurs années maintenant et qui fait partie de notre équipe et voilà, qui est en charge du volume intégral des demandes de financement des non-résidents et des expatriés de chez Crédit International. Voilà, c'est lui qui abordera un peu l'actualité sur le financement immobilier pour les non-résidents expatriés, qui pourra répondre peut-être aussi à vos questions et aborder la conjoncture sur tout ça. Et en notre compagnie également, Benjamin Cessé, qui est notre chasseur immobilier sur Paris, spécialiste donc de la chasse immobilière chez Crédit International, voilà, qui scrolle le marché au jour le jour pour essayer de dégoter les petites pépites sur l'île de France. Et voilà, qui gère ça très bien chez nous et qui aura l'honneur de vous présenter un peu ce qu'il en est sur la conjoncture immobilière actuellement en Île-de-France, les opportunités, les chiffres clés, enfin voilà, toutes les informations intéressantes qui peuvent être intéressantes d'aborder aujourd'hui. Ce qui est super intéressant également, c'est qu'on va pouvoir vous présenter en partage d'écran des projets qu'on a déjà réalisés. Comme ça, au-delà de la théorie, on vous montrera des choses un peu plus terre à terre et concrètes sur ce qu'on est capable de faire et ça vous donnera une idée vraiment précise de voilà, ce qu'on est capable de faire et surtout ce qu'on a déjà fait. Donc, c'est quand même une preuve par net que voilà de ce qu'on est capable de faire, tout simplement. Voilà, alors en termes de la présentation est faite, je laisserai d'abord Benjamin aborder la partie immobilière si ça te va, Benjamin, comme on avait fait la dernière fois. Très Et bien. après, Manuel aborder la partie crédit immobilier. Avant toute chose, je voulais juste aborder quelque chose, moi, de mon côté. C'est pour ça en fait qu'on aborde aujourd'hui ce thème de la chasse immobilière, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'investisseurs qui ne veulent pas investir parce qu'ils pensent que le marché n'est pas très opportun, n'est pas très opportun à cause de la montée des taux sur 2023. C'est pas forcément vrai, c'est ce qu'on va un peu aborder là aujourd'hui dans ce webinaire, parce que la montée des taux bloque un peu les acheteurs et peuvent faire baisser les prix. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est qu'on a des prix au mètre carré qui ont quand même baissé. Et donc finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce que les taux de crédit ont augmenté que forcément on ne fait pas de bonnes affaires.
Voilà, donc du coup, c'est aussi un peu le but de ce webinaire, c'est de montrer que finalement, dans les périodes où on pense qu'il n'y a pas de bonnes affaires à faire, c'est pas forcément le cas. On en fait encore aujourd'hui. Le marché, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'acheteurs, mais c'est pas parce que les taux sont montés qu'il y a forcément on fait pas de bonnes affaires. Voilà. On vous le présentera d'ailleurs en chiffres sur les projets qu'on a réalisés en 2023. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, bah, c'est vous informer que les taux commencent à baisser. Donc finalement, on se retrouve sur un marché où il y a très peu d'acheteurs, les prix ont baissé et les taux commencent à baisser. Donc on commence à avoir une sorte de combinaison de facteurs qui peut rendre vraiment l'investissement immobilier intéressant. Voilà. Il ne faut pas forcément attendre que le marché reprenne pour se remettre à investir, puisque finalement on réinvestit avec un peu en effet mouton et c'est pas forcément le meilleur moyen de faire des bonnes affaires. Voilà, parfois ça peut être intéressant de prendre le marché en sens inverse. Voilà. Donc, encore une fois, c'était intéressant voilà, d'aborder ce point-là aujourd'hui parce que la conjoncture peut être finalement assez porteuse plus qu'on ne le pense. Voilà. Donc, du coup, bah, Benjamin, je te laisse aborder un peu voilà, l'aspect pratique du marché aujourd'hui en termes de chiffres et ce qu'on fait. Et puis, je te laisse la parole. Très Euh, bien. est-ce que tu veux prendre la main sur un partage d'écran J'aimerais bien, effectivement. Ouais, J'ai une c'est toi petite qui vas prendre. présentation. Ouais, c'est toi qui va. Attends, je vais te nommer animateur. Non, c'est moi. Tac, tac, tac. Ok, C'est normalement bon. tu es animateur et tu vas pouvoir faire un partage d'écran. Eh ben, c'est parfait. Exactement. Dites-moi si c'est bien le cas. Oui, c'est bon, on est bon. Parfait. Alors, très bien. Effectivement, on va parler du marché immobilier, voir quelles sont les évolutions actuellement. Il y a eu une année 2023 qui a été assez charnière, on va dire, qui fait la suite du Covid. Et on va voir quelles ont été les évolutions. Donc, en fait, on peut constater qu'il y a une baisse du volume de transactions, baisse qui a commencé vraiment comment dire, en 2021-2022, mais les prix continuaient à augmenter pendant cette période alors que les transactions chutaient. Donc, ça restait quand même une période faste, mais aujourd'hui, ce volume est vraiment en baisse. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, Jean, il y a beaucoup moins d'acheteurs, mais ce qui représente effectivement une opportunité énorme pour un investisseur. En termes de prix, les prix ont aussi, du coup, puisqu'il y a moins d'acheteurs, les prix ont tendance à baisser. Ce manque d'acheteurs est dû au fait que les primo-accédants n'ont plus les moyens de se faire financer, puisqu'ils n'ont pas forcément les apports nécessaires, d'une part. Et il n'y a pas de, comment dire, les investisseurs n'étaient pas encore prêts à investir parce qu'ils ne savaient pas quelles étaient les évolutions et les prix ne baissaient pas encore. Aujourd'hui, la baisse des prix a eu lieu et donc ça représente effectivement une opportunité. Donc là-dedans, quel est l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? On revoit un petit peu, il y a eu un consensus sur 2023, ce qui est une évolution des taux qui ont augmenté, qui sont allés jusqu'à 5%, on va dire. Donc, Manuel va nous en parler tout à l'heure. Mais après, quelle est la suite? Euh, Manuel, sur cette petite taux, va effectivement nous en parler, qui a une petite baisse, donc qui représente une grosse opportunité parce que ça veut dire que les acheteurs commencent à revenir. Et en tant que moi aussi chasseur et agent immobilier, je le ressens qu'il y a beaucoup plus d'appels qu'en 2023 et que donc, du coup, il va y avoir plus de concurrence. Le marché, quelle est l'opportunité? Il faut faire attention, il faut distinguer lorsqu'on est dans un marché d'acheteurs ou de vendeurs. Lorsqu'on est dans un marché de vendeurs, grosso modo, on peut augmenter les prix et on n'a pas de risque. On est dans un marché d'acheteurs, les prix ont tendance à baisser. Il y a beaucoup moins d'acquéreurs sur le marché et on peut négocier beaucoup mieux. C'est-à-dire que tous les biens qui ont la moindre petite problématique, disons, et les travaux représentent une problématique pour la plupart des personnes qui ne sont pas averties, donc pour les non-investisseurs, donc ils vont pas acheter le bien. En revanche, pour un investisseur, ça représente pour le coup une opportunité énorme puisque les travaux font partie des choses qui sont importantes à faire lorsqu'on fait un investissement, puisque ça permet de défiscaliser. Et donc, dans ce marché, ça représente une opportunité énorme puisqu'il y a beaucoup moins de concurrence sur les biens
euh, lorsque vous achetez. Et donc, vous pouvez négocier beaucoup plus intensément. Une autre opportunité, c'est que lorsqu'il y a aussi des DPE, on peut, quand il y a un DPE faible, il faut faire des travaux. Et donc, ça nous permet de remonter dans la note. Donc, effectivement, on peut quand même louer nos biens, mais il faut faire les travaux nécessaires. Et faire ces travaux devoir faire ces travaux permet une négociation aussi faisable. Mais alors, pourquoi faire des travaux? Comme je l'ai dit, les travaux sont Excuse-moi, importants. Benjamin. Benjamin, Oui. je me permets juste de te poser une question sur le slide avant. Toi, Mhm. tu conseillerais plutôt d'investir dans un bien qui est déjà en catégorie E minimum, qui donc n'impliquerait pas obligatoirement de faire des travaux avec la loi, voilà, la loi Mhm. écologique, ou alors plutôt d'investir directement dans des biens qui sont F et G et aller chercher une décote au prix d'achat au mètre carré. C'est quoi le plus intéressant? C'est d'aller chercher un bien Le, où, tu vois, où tu vas avoir une le grosse plus décote et devoir faire intéressant, des travaux, ou mhm. l'inverse. Qu'est-ce que toi, concrètement, quand tu fais ta chasse immobilière, et je suppose que tu vois souvent les Mhm. deux types de biens, quelle est pour toi finalement la meilleure astuce? Effectivement, lorsqu'on a un bien qui a une mauvaise note, ça fait très souvent qu'il est longtemps sur le marché, sur D'accord? lequel le prix a déjà baissé, et donc ça D'accord? représente effectivement une opportunité très intéressante de négociation. D'accord? C'est-à-dire que les propriétaires sont avertis de la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à vendre le bien, ce Ouais, qui est parce que les agents immobiliers les en informent. Et d'accord. lorsqu'on réalise des travaux, ça peut être facilement réalisé, puisque de toute façon, sur des biens dans lesquels on a des travaux, ça représente effectivement une part, mais ça reste toujours plus faible. La réalisation des travaux reste Ouais, plus faible que la négociation qu'on peut en tirer d'accord. dans ce marché actuel, pour le D'accord. coup. D'autant plus, je dirais que de toutes les manières, quand on fait un investissement locatif, surtout par nos services, on s'oriente la plupart du temps sur des biens avec travaux. Donc, de toutes les manières, que le bien soit classé, bien classé ou mal classé sur cette échelle-là, de toute manière, il y a des travaux à faire. Donc, tant qu'à faire, Exactement. peut-être voilà, faire des travaux avec des contraintes énergétiques ou sans, je pense pas que c'est ça qui va dézinguer le devis, quoi, si j'ose dire, si je puis Non, m'exprimer effectivement. ainsi. Ok, Effectivement. ok, ok. Donc, pourquoi faire ces travaux? Donc, comme je l'ai dit précédemment, d'une part, c'est pour comment dire, améliorer la note DPE. D'autre part, pour permettre de défiscaliser, puisque ça fait un déficit foncier sur qu'on va étaler sur plusieurs années, et donc du coup, on va pas payer d'impôts sur le on va les amortir sur, on peut aller jusqu'à 7 ans pour les amortir. Et enfin, ça nous permet de faire une décote et surtout, lorsqu'on réalise des travaux, on peut se positionner sur des qualités de locataires qui sont beaucoup plus importantes que des personnes qui potentiellement prennent ce qui arrive, ce qu'ils peuvent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Là, on va pouvoir s'orienter vers des personnes qui ont d'une part les moyens, qui ont envie de vivre et qui vont rester dans le lieu. Et donc, du coup, ça va permettre d'avoir une meilleure rentabilité, éviter les frais de gestion tout au long de la vie de l'appartement. D'accord. Alors, du coup, où est-ce qu'il faut aller? Il n'y a pas en fait de zone euh, adéquate. Enfin, tout dépend en fait du projet de vous-même, donc l'investisseur, vous, investisseur. C'est-à-dire que lorsque vous voulez avoir un bien qui soit rentable, vaut mieux c'est sortir un petit peu des zones très demandées, c'est-à-dire des zones tendues comme le centre de Paris. Il vaut mieux aller en banlieue, banlieue proche ou deuxième couronne, donc première ou deuxième couronne, pour avoir des meilleures rentabilités. Plus on s'approche de Paris, moins la rentabilité est bonne. Maintenant, je vais vous parler en fait d'un projet qu'on a eu et qui a eu lieu à Nanterre. Donc Donc ça, l'idée, c'est de vous montrer tu nous présentes le dernier projet qu'on a réalisé hein, chez nous. Hein. exactement. Ouais. Et le dernier projet qu'on a réalisé, le côté positif, c'est que justement, lorsqu'on est dans un marché qui est acquéreur, enfin qui est acquéreur, pardon, on peut d'une part faire baisser les prix, mais comme du coup il y a moins d'acheteurs, ça veut dire que ces personnes qui ont besoin de se loger vont prioriser la location. Et donc du coup, on va avoir une quantité de demandes de location. Et ça, dès la première journée, on est obligé de stopper l'annonce parce que on a tellement de demandes qu'il faut traiter déjà les premières et ça avec des bons dossiers.
Ça, tu veux Donc, dire du que coup, le marché acquéreur, il y a un double effet. C'est-à-dire que ça fait baisser le prix de l'immobilier, mais en plus, ça augmente le nombre de demandes de location sur le marché. C'est ça? exactement. Et donc là, on va D'accord. voir les prix, on va voir les chiffres par la suite. Mais j'avais budgété au début un loyer de 800 euros et on a pu, en définitive, après travaux et au moment de la mise en vente, mettre à 950. Donc, ce qui a eu un impact sur la rentabilité beaucoup plus important. Donc combien, excuse-moi, moi j'ai pas entendu le mot. Combien ça De 800 De 800, à ok. 950. D'accord. Ok, ouais, Donc, effectivement, on a augmenté de c'est pas 150. dégoûtant. Ok. Exactement. Ouais, ok. Donc ça, c'est le bien qu'on a trouvé au début. Il donne pas forcément envie. C'est un studio, euh, Il se trouve pas où? très beau, pas très lumineux, qui se trouve à Nanterre. Là, les deuxièmes photos, c'est toujours la salle de bain qui donne pas envie. Et moi, en tant que chasseur, moi, je trouve ça beau en fait. Je me dis, ça, c'est un beau bien parce qu'il y a énormément de potentiel. Et vous allez voir ce qu'on en a fait après travaux. Donc, on a voulu le rendre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus accueillant. On a créé une chambre. Alors, cette chambre n'a pas de fenêtre, donc ça reste un studio pour Excuse-moi, T1 bis. Benjamin, je te recoupe, je suis vraiment désolé. On en Je t'en prie. reparlera après, mais je précise quand même pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils comprennent que notre service de chasse immobilière, ça inclut un service de chasse immobilière et évidemment la gestion des travaux. C'est-à-dire qu'on a nos propres artisans avec qui on travaille tout le temps et on gère tout de A à Z. Recherche du bien, sélection, négociation, financement, si vous voulez passer par nous pour le financement, signature du compromis de vente, signature de l'acte final et gestion des travaux pour une livraison d'un bien clé en main. Pour ça, on vous montre, hein, vous puissiez bien comprendre qu'on montre des photos avant et après. Et le après, c'est bien nous qui, voilà, c'est bien le fruit de notre travail, de notre équipe et celui de Benjamin. Excuse-moi, hein, Exactement. Mais je t'en prie. Donc, effectivement, avec tout le suivi de chantier, pour être sûr que tout se passe dans les meilleurs moments. On découvre à chaque fois sur un chantier des petites inconnues, mais justement, qui permettent par nos équipes d'éviter de déranger trop longuement. Et notamment, là, c'était un problème de cloisonnement au sein de l'immeuble même. Donc on est nous-mêmes rentré en contact avec l'ancien propriétaire pour essayer de gérer les problèmes et tout ça pour éviter de déranger notre client pour l'aider puisque il n'est pas en mesure de travailler dessus à distance. Donc là, c'est les deuxièmes photos. Toujours tu veux dire que tu as décloisonné? Tu as décloisonné une partie de l'appartement, alors, c'est ça? non, en fait, ce qui s'est passé, c'est au moment des travaux, là, vous voyez la douche. Derrière la douche, c'est un appartement, l'appartement d'un voisin. Et en fait, le propriétaire actuel, le précédent propriétaire, possédait tout l'immeuble. Et donc, en fait, il a fait des cloisonnements un peu à la va-vite et il a fait des cloisonnements juste en BA13, sans isolation, sans rien. Et donc, en fait, d'une part, c'est pas légal et c'est pas en termes de sécurité autorisé. C'est-à-dire qu'il faut des parois coupe-feu ou avec une station en termes de bruit. Et donc, du coup, on a fait nous-mêmes les démarches auprès du propriétaire précédent pour qu'il prenne en charge la création d'une cloison en parpaing pour éviter justement, pour arrêter ce bruit et faire l'isolation. Et donc là, c'est une évolution auquel on a tenu à informer le client, mais Ça, sur ça lequel il n'est pas intervenu. c'est Et toi ça qui ne as, lui a rien coûté. tu as demandé ça au propriétaire de l'immeuble, hein, c'est ça? Exactement. D'accord. De prendre en charge les travaux nécessaires pour, euh, pour, euh, pour Ok. régler ce problème. Ouais. Ok. Ça fait partie en fait des démarches que nous faisons. Bien sûr, du service complet et souvent on pense que c'est anodin, voilà, la suivi d'un chantier, Mm. mais en fait, que ce soit pour pour le suivi du chantier lui-même, mais également de tout ce qui tourne autour, la conformité, ces choses-là, voilà, toi, spécialiste, ça Mm. permet vraiment d'amener un projet, voilà, comme tu le montres, à bien, quoi. Exactement. Exactement. Donc, on arrive sur les chiffres. On est toujours donc sur un T1. On a fait une rénovation totale. On a un prix d'achat à 137 000 euros, ce qui représente 4 000, excusez-moi, ce qui représente 4 700 euros du mètre, alors qu'à Nanterre, on peut des fois avoir beaucoup mieux. On est situé littéralement à 5 minutes du RER, donc plutôt bien placé en termes de proximité des transports. On a une surface
carrés. Alors là, j'ai mis 29, mais en fait, on a 32. Surface qu'on a pu gagner aussi avec la modification des cloisons, etc. Et donc pour le coup, il y a une erreur parce que là, les plans et les gestions en fait n'a pas été facturé au client. Mais quand bien même, on arrive en fait à une rentabilité donc avec un loyer de 950. Donc c'est quelque chose que j'ai mis à jour, alors qu'avant c'était 800. Donc là, effectivement, c'est pas haute et basse, mais c'est ancien et nouveau. Et donc on était avant sur lorsqu'on a vendu le projet à 6% de rentabilité et on est terminé à 7,6%, donc une rentabilité beaucoup plus importante. Ok. Ok. Et donc, Ouais. on a pu augmenter les loyers parce que justement, on a une demande tellement forte en location que le fait d'avoir fait ces travaux et comme on n'a pas un encadrement des loyers sur Nanterre, on a pu faire cette évolution et on a trouvé des locataires sans aucun problème euh, D'accord. pour le. Les locataires ont été trouvés assez rapidement. Tu les as déjà trouvés. Exactement. Ah, là, ben là, là, on est en place, tout fonctionne. Ok. Ok, ok. Voilà. Bon, eh ben, Je vous rends le micro. ouais, ouais, ouais. Écoute, merci, merci beaucoup. Est-ce que tu peux il faudrait que tu rendes la main à Manuel qui va aborder la partie du crédit immobilier. Avant ça, non, je rebondis hein, sur ce que tu as présenté. C'est ce que je disais au départ. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà, c'est pas forcément les périodes où on dit qu'ils sont pas intéressantes, qu'ils le sont, voilà, qu'ils le sont, où c'est pas le bon moment pour faire des bonnes affaires. C'est loin d'être le cas et j'insiste là-dessus. On a eu une période donc en 2023 où les taux ont été très élevés. On l'a vu sur tes graphiques, il y aura le replay hein, pour ceux qui veulent regarder le replay, mais que les prix au mètre carré ont quand même baissé. Donc finalement, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un marché immobilier où le prix au mètre carré a baissé, c'est justement là où il faut investir. Voilà. Bon, effectivement, on va pas se mentir, les taux sont quand même montés en 2023, donc ça pénalise quand même l'investisseur, ça augmente le coût du crédit et donc la rentabilité de l'investissement. Et Mais c'est surtout, oui. surtout, ils ne vont pas être amenés à baisser. Alors peut-être Manuel va me contredire, mais ils vont pas être amenés à baisser dans l'immédiat. Donc quoi qu'il arrive, c'est soit vous attendez 10 ans pour essayer d'avoir des taux à 1% si toutefois ça revient, soit vous commencez à investir à maintenant au moment où le marché commence à repartir parce que les taux commencent à redescendre. Et quoi qu'il arrive, si vous prenez des taux maintenant et que vous avez des taux à plus faible plus tard, il est toujours possible de négocier avec la Alors banque. Benjamin, je te coupe. Bon, Manu te le confirmera, les taux, ouais, mais bon, c'est pas ton métier, tu es focalisé sur l'immobilier, mais là, les taux ont baissé. Hein. Au mois de janvier, Mm. février, mars, les taux ont beaucoup baissé et normalement, ils prévoient à ce que les taux baissent sur 2024. Donc, du Oui, mais coup, est-ce qu'ils vont redescendre à 1%, ah voire oui, moins? ah, bien sûr, Ça, c'est sûr, on pour sera l'instant, on pas. n'est pas en mesure de le dire. Non, non, ça c'est sûr, ça ne reviendra pas au même niveau des taux. Mais voilà, en tout cas, le point important, voilà, c'est de souligner ça. On a un prix au mètre carré aujourd'hui sur le marché immobilier qui a quand même bien baissé. Et les taux donc, ont amorcé une descente quand même assez importante depuis janvier. Normalement, tous les chiffres montrent que les taux risquent de continuer à baisser sur 2024. Donc finalement, on se retrouve dans un marché où le prix au mètre carré est plutôt bas à cause de la montée des taux sur 2023 et des taux de crédit qui se remettent à descendre. Donc finalement, on a un prix au mètre carré qui est quand même assez correct, avec des taux de crédit qui commencent à redevenir corrects, puisque le prix de l'immobilier, lui, n'est pas aussi réactif que les taux. C'est-à-dire que les taux commencent à descendre, mais le prix au mètre carré, lui, n'a pas encore réagi à ce niveau-là. Voilà. Donc finalement, en ce moment, on a une combinaison qui est quand même assez intéressante, voilà, et qui peut être un bon motif pour investir aujourd'hui. Voilà. Un dernier point également. Normalement, il devrait y avoir encore des baisses de taux sur 2024, mais Emmanuel, peut-être que tu rentreras plus dans le détail. Donc finalement, est-ce que c'est pas le bon moment d'attaquer les recherches aujourd'hui? Parce que des recherches, ça prend du temps, un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc si vous commencez aujourd'hui à lancer des recherches, le taux de crédit a encore le temps, les taux de crédit ont encore le temps de baisser encore un peu et de profiter justement d'une bonne opportunité. Voilà. Donc du coup, bah, Manu, tu peux prendre la main. Je sais pas si tu as donné tu peux prendre la main. Tu as donné la main à Manu?
Alors, j'ai pas besoin de la main parce que mon PowerPoint, c'est moi-même. Donc, Ah, t'embête pas, ah, Benjamin. Non, ce que j'ai à dire est essentiellement oral pour plein de raisons, parce qu'en réalité, je vais l'aborder. Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Euh, je voulais pas commencer par ça, mais vu que ça s'est terminé par ça avec vous, je vais rebondir tout de suite. bien sûr. Et j'aurais pas fait de toute façon le PowerPoint dans le bon sens. Alors, avant de parler des taux, moi je voudrais aborder un sujet qui est plutôt un sujet positif. Alors, pour une fois, depuis plus de 6 ans maintenant, je vais aborder quelque chose avec pas mal de positivité dans le domaine bancaire, ce qui n'a pas été forcément le cas depuis pas mal d'années pour X raisons. Euh, et pour une fois, il y a pas mal d'optimisme à avoir sur le plan bancaire. Avant de parler des taux, puisque évidemment que les taux ont un impact sur les achats d'investissements locatifs, mais en réalité, ce qui compte surtout, c'est d'arriver à obtenir des accords bancaires, chose qui était de plus en plus compliquée depuis ces dernières années. La première chose positive et auquel vous, clients, parfois, vous ne pensez pas forcément tout de suite, c'est plutôt l'accès au crédit qui commence à se faciliter. Alors, quand je dis faciliter, ça ne veut pas dire que on obtient le crédit en un claquement de doigts, ça demande évidemment toujours du travail, mais on sent, pour plein de raisons, on sent que les banques, on le sentait déjà en fin d'année et ça s'est avéré vrai sur janvier, février et encore plus mars, c'est que les banques reviennent sur le devant de la scène, sur le marché du crédit. Elles ont de nouveau besoin de crédit, alors pour plein de raisons. La première, c'est que, comme on l'a dit, en 2023, il y a eu enfin, comme Benjamin l'a dit, il y a eu une très grosse chute des transactions immobilières sur 2023, notamment évidemment due à l'augmentation fulgurante des taux pendant presque un an et demi. Par conséquent, les banques, ça faisait quelques années qu'elles avaient beaucoup plus de dossiers que ce qu'elles ne pouvaient absorber. Donc forcément, évidemment, avaient fait leurs objectifs en l'espace de 4 mois en une année, d'autres ont carrément fermé le pôle immobilier, d'autres se sont tournés vers plutôt par exemple de la bourse ou autre, puisque le côté immobilier ne leur apportait plus assez d'argent ou en tout cas c'était pas intéressant. Aujourd'hui, il se passe l'inverse, c'est-à-dire que l'augmentation des taux, alors nous courtiers, c'est un petit peu ce qu'on avait prédit, hein, si certains d'entre vous nous suivent sur LinkedIn, c'est un petit peu ce qu'on avait dit parce qu'on savait comment ça allait se passer et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est une très bonne chose. C'est qu'aujourd'hui, les banques ayant beaucoup moins de dossiers à traiter, ont retrouvé une certaine marge financière sur les taux qu'elles vendent. Pour information, les taux qu'elles vendent sont pas, elles n'achètent pas à zéro, elles ne revendent pas à 4,50, hein, elles achètent un petit peu plus cher, mais elles ont retrouvé un petit peu plus de marge que ce qu'il y a eu quand on était sur la folie des taux, où elles achetaient même à taux négatif, mais avec une très faible marge sur chaque dossier. Et par conséquent, comme elles ont aujourd'hui moins de dossiers à traiter et qu'en plus elles regagnent de l'argent, elles sont devenues promptes de nouveau à prêter de l'argent. Donc, elles sont de nouveau promptes à accueillir des dossiers qu'elles ne voulaient plus forcément accueillir. Je vous donne quelques exemples spécifiques, par exemple pour les non-résidents. On a une banque qui, il y a 15 jours, nous a annoncé qu'aujourd'hui, au lieu de demander 50% d'apport sur un dossier parisien, ne demanderait plus que 20%. Alors, ça reste 20%, hein, pour les non-résidents, on aura toujours évidemment de l'apport, mais ça dénote qu'ils ont baissé de quasiment 30 points leurs critères de base au niveau de l'apport. Ça montre bien quoi? Ça montre bien qu'en fait, ils sont prêts à prendre des dossiers avec plus de risques de leur côté, chose qu'ils n'ont pas fait depuis plusieurs années. On a une autre banque qui, et ça c'est l'info qui date de ce matin, donc c'était pas du tout prévu, on a une banque qui est de nouveau prompte à refaire de la SCI, par exemple pour des non-résidents, ou de la construction, chose qu'elles avaient par exemple arrêtée. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui les banques sont conscientes que, un, elles ont beaucoup moins de dossiers, puisque comme Benjamin l'a dit, il y a beaucoup moins de transactions, donc par conséquent, beaucoup moins de transactions aussi bien chez les résidents français que chez les non-résidents. Et encore une fois, au risque de me répéter, comme elles regagnent de l'argent sur l'item du prêt immobilier, chose qui était moins le cas auparavant, eh ben, elles sont plus promptes à reprêter même sur des dossiers un petit peu plus risqués, et notamment sur les non-résidents, puisque évidemment, les non-résidents, c'est toujours un risque supplémentaire pour une banque, ce qui est normal, puisque vous êtes dans un pays étranger, vous recevez vos salaires dans un pays étranger, donc forcément, ça représente un petit peu plus de risques. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. On a de nouveau des banques qui sont promptes à prêter. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut bien, comme je l'avais dit au précédent webinaire et comme je dis systématiquement, il faut bien anticiper les dossiers, notamment avec moi, c'est-à-dire
pas hésiter à prendre rendez-vous en amont du projet, que moi je puisse calibrer certaines choses en fonction de votre profil, de votre métier, de votre situation familiale, de votre situation patrimoniale, de votre pays de résidence, etc. Parce qu'évidemment, il y a encore plus de critères d'éligibilité que lorsqu'on est résident français. Et par conséquent, si tout est bien modelé en amont, ça permet pour vous aussi, et notamment par la suite pour Benjamin, d'être sûr, par exemple, du projet sur lequel il peut se lancer avec vous en termes de notamment de montant, si toutefois on voit que ça passe. Pour en venir sur les taux de manière plus fixe, donc effectivement, les taux baissent, et ce depuis à peu près janvier. Alors, Heu, faites juste attention, parce que j'ai eu souvent le cas et ce qui est tout à fait normal, on peut voir souvent des grilles de taux sur internet, sur, des sites internet, même comme le mien par exemple, comme ce Crédit International ou autre. On peut les voir, mais attention, toujours prendre avec pincette ce que l'on voit. Ce qui est affiché en règle générale, ce sont les taux pour les résidents français. Il faut toujours vous dire que même si les taux baissent évidemment de manière, concomitante, il y a toujours une petite part supplémentaire qui peut équivaloir à 0,20-0,30 pour les non-résidents, puisqu'encore une fois, en banque, le taux égale le risque, et par conséquent, une banque pour des non-résidents appliquera toujours une surcote, une surprime de à peu près 0,20-0,30. Mais on revient dans la même lignée, s'ils étaient à 5 au départ, effectivement, ils seront à 4,70, etc. On garde toujours la même proportion. Donc oui, ils baissent. Il est fort à parier, d'après le plan de la BCE qu'effectivement, il baisse encore un petit peu. Maintenant, petite mise en garde, n'attendez pas la fin de la baisse des taux pour faire vos projets parce que s'ils baissent, c'est 0,10, 0,15 tous les mois, tous les 2 mois. C'est-à-dire qu'on va y aller crescendo. C'est pas ça qui changera la face du monde en termes d'endettement, surtout sur de l'investissement locatif. On est quand même sur une tierce personne qui paye une grosse partie du patrimoine d'une part. D'autre part, pas oublier qu'on a toujours cette option de défiscalisation des intérêts d'emprunt, ce qui n'est plus pas le cas pour les résidences principales en revanche. Donc, c'est pas 0,10 ou 0,15 qui changera la face du monde, surtout que si dans 4-5 ans, ils viennent à baisser de manière drastique, vous aurez toujours matière à le renégocier avec votre banque. Donc voilà. Mais en tout cas, ça peut permettre parfois sur des clients qui étaient un petit peu juste en endettement, parce que à cause du taux, on dépassait les 35% d'endettement, qui pour l'heure sont toujours en vigueur en France. Ça permet aujourd'hui à des prospects et des clients de faire un projet qu'ils ne pouvaient peut-être pas faire parce qu'on était à la limite des taux acceptables, d'une part. Et encore, comme je vous l'ai dit précédemment, le fait que les banques soient de nouveau promptes à reprêter, ça nous permet aussi de présenter des dossiers un petit peu plus complexes euh, que ce qu'on pouvait présenter auparavant, puisque pendant peut-être 2 ans, avec les taux bas, les banques voulaient des dossiers, ce que on appelle chez nous des dossiers un peu autoroute, c'est-à-dire des dossiers simples, parce que compte tenu qu'elles ne gagnaient pas d'argent, elles n'avaient pas le temps de perdre du temps sur un client qui avait un dossier trop complexe. Donc ça nous permet aussi de réétudier des dossiers en SCI, en montage un petit peu plus patrimonial, sur des banques privées notamment. Donc on arrive à refaire des projets un petit peu plus intéressants patrimonialement. En termes de critères, on reste toujours, je préfère par sécurité, notamment quand je fais les études sur les projets, je reste toujours à peu près à 20% d'apport plus les frais. On le voit en ce moment que sur certaines banques, on arrive à négocier un peu moins, mais à un moment donné, ce qu'on n'a pas en apport, on le mettra peut-être en nantissement. Donc partez toujours dans votre tête que c'est peu ou prou 20% d'apport ou de placement ou de placement en plus des frais, donc grosso modo à peu près 30%, gardez cela en tête. Pour le moment, on est toujours sur une durée à peu près de 20 ans. On a une ou deux banques, je dis bien une ou deux banques, qui sont en train de réfléchir pour les non-résidents à peut-être passer sur des durées supérieures. Vous voyez, je vous disais qu'elles réfléchissent aussi pour améliorer les conditions d'octroi. Là, il n'y a rien de fait pour le moment. On n'a qu'une banque qui le fait sur 25 ans aujourd'hui, sur des profils très patrimoniaux. Mais on voit quand même que les banques commencent à, même sur ces sujets, à changer un petit peu leur fusil d'épaule. Donc c'est plutôt bon signe. Si en plus de ça, l'immobilier tente à baisser, en tout cas, et mieux négocier, je Manu? pense que voilà, d'ici la fin de l'année. Oui, Oui, Manu, je te coupe 2 secondes sur cette question de durée. Quand tu dis peuvent aller sur 25 ans, est-ce que ça concerne uniquement les résidences secondaires ou ça peut intégrer également les investissements locatifs sur 25 ans? les deux, résidence secondaire comme locatif. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu as Oui. des banques qui commencent à étudier, éventuellement On- à envisager de prêter sur 25 ans pour de l'investissement locatif, pour oui. des non-résidents et des expatriés. Rien n'est encore fait, mais tu vois un peu de On lumière en a sous une la porte. déjà qui le fait. On a une banque aujourd'hui qui le fait. OK? Alors attention, sur du 25 ans, ça passe systématiquement en comité. C'est-à-dire qu'on tente le dossier sur 25 ans, mais on est sûr de rien, puisque c'est un passage en comité des risques qui décide s'ils octroient le 25 ans ou pas. Mais en tout cas,
c'est possible. Donc, de base, on l'étudie sur 20 ans et on le demande sur 25 ans. Au pire, on revient sur 20 ans. C'est pas très grave, mais ça vaut le coup. Donc, c'est possible. Et on a deux autres banques qui sont en train de réétudier le fait de pouvoir le faire sur 25 ans, chose qu'ils faisaient, hein, d'ailleurs, il y a 3 ans, 3-4 ans en arrière, et qu'ils ont arrêté en 2000, fin 2022, Ouais, euh, ouais, ouais, comme beaucoup de choses d'ailleurs. c'est vrai que les banques vont Donc, tendance. Ouais. ouais, donc sur 25 ans, alors évidemment, attention, en nom propre, bien sûr, pas en SCI. SCI, on dépassera jamais Ok. 20 ans, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, ça permet parfois, soit bah, si vous êtes à un endettement un tout petit peu juste, bah, de faire passer un dossier, parce que du coup, sur 5 ans, on va étaler le crédit. D'autre part, d'améliorer le cash flow de votre bien. En tout cas, avec toutes les banques avec lesquelles on travaille, on arrive de toute façon à les faire sortir sur 20 ans. Alors, chacun voit midi à sa porte, évidemment, chaque prospect ou client fait ce qu'il veut. Néanmoins, je reste toujours dans ce conseil qui est de dire que dans un investissement locatif, à conditions équivalentes, évidemment, on ira chercher la banque la moins chère, mais on a rarement de propositions équivalentes. On essaie toujours d'aller chercher la durée la plus longue, tout le temps, parce que, un, ça améliore l'endettement, et deux, le but n'est pas de chercher un meilleur taux comme quand on cherche sa résidence principale, indirectement. Là, oui, parce que l'argent sort directement dans notre poche. Ce qu'on essaye de faire dans un investissement locatif, c'est d'aller chercher la banque qui nous dit oui avec la durée la plus longue et le minimum d'apport possible dans votre catégorie qui sont des non-résidents. De toute façon, on n'en est pas encore au 0% apport pour les non-résidents, loin de là. Maintenant, on peut avoir parfois un financement, ce qu'on appelle à 100%, c'est-à-dire qu'on va vous financer l'appartement et les travaux. Et vous devrez en revanche mettre 15 ou 20% de cette somme en placement. Ça peut éventuellement, c'est juste un transfert d'argent de la banque A à la banque B qui vous prête et sur de l'argent qui travaille. Donc ça peut être aussi une solution qui est pas du tout inintéressante. Ça évite de mettre de l'apport sonnant et trébuchant que vous retrouverez in fine peut-être le jour où vous vendrez ce bien, mais que tant que vous ne le vendez pas, bah, vous l'avez investi dans l'immobilier directement. Donc on peut avoir cette solution parfois de demander un financement à 100% du prêt, c'est-à-dire que vous payez uniquement les frais annexes, frais de notaire, les honoraires de courtage, les frais de la banque, et en contrepartie, vous placez un pourcentage de ce financement dans les fonds de la banque. Ça vous permet de jouer double jeu. Je rappellerai jamais assez qu'un prêt est dégressif et qu'une épargne constante, voire évolutive. Donc, par conséquent, à un moment donné, ça se croise et in fine, vous jouez sur les deux tableaux. Voilà, ça c'est mon conseil. Mais évidemment, chacun voit midi à sa porte en fonction de ses appétences financières. On a également quelques banques qui réouvrent. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit dans le précédent webinaire, parce qu'on avait un peu des infos qui circulaient, mais il n'y avait rien d'officiel. On a quelques banques qui réouvrent, euh, qui étaient fermées et qui viennent de réouvrir. Malheureusement, c'est très long à mettre en place. Les banques sont quand même des gros bateaux. C'est toujours très long à mettre en place. Mais on a aussi peut-être des nouveaux concurrents, du coup, des autres banques qui arrivent, qui, bah, c'est le jeu de l'offre et de la demande, hein. Les banques savent qu'il y a d'autres qui vont intégrer le marché du prêt aux non-résidents. Forcément, tout le monde à un moment donné va essayer de gratter des parts de marché, ce qui est normal. Donc ça nous donne un poids, nous courtiers supplémentaires, puisque ça nous donne une corde à notre arc supplémentaire. Et par conséquent, quand on négocie ou qu'on vend quelque part votre projet et votre dossier, les banques savent que bah, avant on avait 10 interlocuteurs, peut-être bah, aujourd'hui on va peut-être en avoir 12, ou on en avait 12, on en aura 14. Donc ça nous donne un poids, nous courtiers supplémentaires, puisque ces banques vont travailler avec nous, elles nous l'ont demandé. Euh, par conséquent, on va peut-être avoir des outils de négociation par le volume un petit peu plus important, ce qui va nous permettre de négocier au-delà des conditions, un accord de prêt déjà, et évidemment par la suite des conditions. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà, Jean ou Benjamin, par rapport à ce que je viens de dire, si ça vous paraît clair. C'est plutôt assez clair. Non, non, c'est clair. Bah, merci pour ce résumé, Manu. Non, non, c'est clair, c'est clair. On a bien compris. Voilà, les taux sont montés sur 2023, ce qui a grandement limité la demande de financement, a limité un peu l'achat de biens immobiliers. Aujourd'hui, les banquiers ont besoin à nouveau de faire du prêt immobilier, ce qui n'était pas forcément le cas en 2021-2022 quand les taux étaient très bas. Ils avaient beaucoup de dossiers. Donc l'offre et la demande joue son rôle. Et aujourd'hui, voilà, vu qu'ils ont moins de dossiers sur le bureau, forcément, le jeu de concurrence fait son travail. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, on a une carte à jouer là-dessus parce que ça nous permet de négocier, avoir des banques, comme tu le disais, plus appétentes sur les non-résidents et les expatriés. C'est nous souvent ce qu'on a dit. Quand les taux étaient très bas, on disait c'est bien, on emprunte pas cher.
Par contre, ça avait fait quand même beaucoup de mal aux solutions de financement des non-résidents et des expatriés. Il y avait beaucoup de banques qui ne finançaient plus les non-résidents et les expatriés parce que les taux étaient bas et parce que les banquiers préféraient s'orienter vers des profils moins atypiques, un peu autoroute, comme tu le disais, parce que la prime de risque à 1,5%, c'est rien du tout et les banques ne voulaient pas prendre de risque parce qu'elles ne gagnaient pas trop leur vie, quoi. Aujourd'hui, on a des taux Oui. plus élevés, donc des banques plus appétentes. Et ça, pour les non-résidents, les expatriés, c'est vraiment, nous, on l'a toujours dit, ça a été notre ligne rouge à ce niveau-là. On a toujours communiqué là-dessus en disant que les taux à 1,5, c'était bien, mais qu'il fallait vraiment qu'ils commencent à remonter parce que ça donnerait de l'air aux solutions de financement pour les non-résidents, les expats. Et tu l'as parfaitement illustré. Et je pense que ton quotidien aujourd'hui, dans la négociation sur le début 2024, illustre parfaitement cela, quoi. Et je terminerai juste sur une chose, et après je te laisse le mot de la Ouais, fin, c'est ouais, pas de souci. encore plus que pour les résidents français, il faut vraiment revenir systématiquement vers moi pour, euh, pour une idée de projet, tout simplement parce que chez les non-résidents, plus que chez les résidents, un petit détail de votre dossier, de votre pays de résidence, de votre ancienneté d'emploi, de votre type d'emploi. Rien qu'un petit détail peut faire aussi toute la différence, encore plus que sur un résident, parce que enfin, les banques sont évidemment très pointilleuses en termes de risque. Donc parfois, en fonction de votre pays de résidence, de votre patrimoine, tout peut changer. Et parfois, ça peut changer d'un mois à l'autre, et en tout cas d'une banque à l'autre. Donc faut surtout pas hésiter à reprendre rendez-vous et réexposer le projet, réexposer qui vous êtes, s'il y a des choses qui ont été modifiées, parce que parfois, s'il y a une chose qui a changé dans votre vie, alors en bien comme en mal, mais ça peut aussi modifier le projet. Donc, faut pas hésiter à prendre rendez-vous. On refait un point sur qui vous êtes, ce que vous faites à nouveau, etc. Et ça permet de recalibrer l'ensemble par rapport aux critères bancaires du moment qui parfois peuvent en un trimestre ou un semestre évoluer, en bien comme en mal, mais en tout cas évoluer et par conséquent vous permettre de faire un projet ou remettre en cause le projet pour qu'on puisse le faire modifier pour que vous partiez sur quelque chose qui est probant et qui soit faisable dans le temps. Voilà. Et j'ai officiellement terminé. Ok, merci Manu. Merci pour vos deux présentations. Donc non, simplement pour conclure, je vais simplement répéter ce que j'ai dit plusieurs fois déjà dans ce webinaire. Aujourd'hui, chacun verra midi à sa porte, comme tu disais, Manuel. Mais nous, on est confiant dans l'idée de se dire que aujourd'hui, c'est vraiment une période actuellement qui est propice à l'investissement immobilier, contrairement encore une fois à ce qu'on pourrait penser, à ce qu'on dit. Bon, on l'a expliqué plusieurs fois dans ce webinaire. Voilà, le prix au mètre carré aujourd'hui est quand même relativement intéressant de par l'effet des taux élevés sur 2023. Et aujourd'hui, le prix au mètre carré n'est pas aussi réactif que la baisse des taux de crédit sur le début 2024. Donc, c'est peut-être l'opportunité de bénéficier des taux bas et d'un prix au mètre carré bas qui peut-être va reprendre également, parce que les taux baissent, donc mécaniquement, les prix au mètre carré risquent de reprendre aussi. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas aujourd'hui la combinaison parfaite actuelle qui permettrait stratégiquement d'investir parfaitement au bon moment? La question se pose et nous, voilà, on se l'est posé, on y a répondu, je l'espère. Voilà, donc tout ça pour dire, non, pour résumer, prix au mètre carré bas, les taux redescendent, ils risquent de redescendre encore un peu en 2024. Donc le temps de la recherche de biens, si vous commencez aujourd'hui, les taux risquent de continuer à baisser un peu. On a des banques qui sont un peu plus appétentes sur le financement, comme on l'a vu, parce qu'elles ont moins de dossiers de prêt. Donc voilà, c'est pour résumer. Donc juste pour conclure, Crédit International, je le disais au départ, donc on est spécialiste non résident expat, on a un service de chasse immobilière, c'est Benjamin CC sur l'Île-de-France en tout cas, qui s'en occupe. J'insiste sur un point, notre service de chasse immobilière, c'est un vrai service de chasse immobilière. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'agents immobiliers ou des chasseurs immobiliers qui proposent des services un peu au rabais, où finalement, ils se limitent à aller chercher des biens sur Internet, etc. Honnêtement, payer pas cher pour quelqu'un qui va simplement faire des recherches sur Internet que vous pourrez faire, honnêtement, autant ne rien payer. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est si vous passez par un chasseur immobilier, passez par un vrai service de chasse immobilière, ou alors faites-le vous-même. Mais la stratégie de se dire de passer par un chasseur immobilier qui est pas cher, etc., je pense que c'est la pire des stratégies parce que vous payez et vous payez pour rien. Voilà. Nous, donc, c'est un vrai service de chasse immobilière, donc une prise en charge de A à Z de la recherche de biens sur la base de vos critères. Et là, aujourd'hui, Benjamin CC, par exemple, sur l'Île-de-France, c'est un vrai Parisien, un vrai Francilien.
il est en scooter, il se balade tous les jours en Île-de-France pour aller chercher les biens immobiliers. Et en fait, ce qui fait la qualité d'un bon chasseur immobilier, c'est l'efficacité et la rapidité. Pourquoi? Parce que les bonnes affaires, elles partent vite. C'est mathématique. Aujourd'hui, vous ne pourrez jamais faire une bonne affaire avec une annonce simplement avec une annonce sur Internet que tout le monde voit. C'est mécanique. Les vraies bonnes affaires, généralement, se concluent très vite. D'ailleurs, nous, on le voit concrètement. Dès lors que Benjamin a trouvé un bien intéressant, il le propose au client. Et généralement, les offres d'achat et les signatures les réservations se font très très rapidement. Plus l'affaire est Et bonne, ça nous plus. est déjà arrivé, pour le coup, pour un de nos clients, Ouais, sur lequel le client souhaitait se positionner parce que le bien était intéressant. Le seul truc, c'est qu'il a pris trop de temps pour répondre. Et donc, du coup, bah, il nous est passé sous le nez parce que quelqu'un d'autre avait fait une offre plus tôt. voilà. Et donc, j'insiste bien là-dessus, on a un vrai service de chasse immobilière où Benjamin, déjà, on a une politique. Les chasseurs immobiliers ne prennent pas plus de 5 dossiers en simultané. Donc, ça veut dire que lorsque vous travaillez avec nous, vous avez un chasseur immobilier qui travaille vraiment pour vous. Et si on fait la division mathématique, ça veut dire que 20% de son temps, tous les jours, il vous est consacré. Voilà, ce qui est quand même relativement énorme. Et le vrai service de chasse immobilière qu'on propose, c'est vraiment scroller le marché de manière concrète et de manière physique, c'est-à-dire aller dans les rues en scooter, se déplacer, etc., et saisir les bonnes opportunités. Cette valeur ajoutée-là du chasseur immobilier, elle est bel et bien présente pour les résidents, et je vous laisse imaginer à quel point elle est importante pour les non-résidents, les expats. Aujourd'hui, vous, demain, si vous voulez faire un investissement immobilier en France, comment voulez-vous saisir une bonne affaire si vous êtes à distance? Techniquement, moi, je veux bien y croire. Mais les bonnes affaires, comme on dit, ne prennent ni l'avion ni le train. Et donc voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est vraiment ça, c'est le fait que on a quelqu'un physiquement qui est sur place. Et vous, à la limite, bon, vraiment, si vous voulez faire des bonnes affaires en tant que non-résident expat, il faudrait vous déplacer physiquement sur place. Voilà. Mais nous, ce qu'on propose, c'est ça, que c'est que vous ayez quelqu'un sur place qui fasse le travail pour vous et qui soit présent physiquement, un vrai professionnel qui connaisse les bonnes opportunités. Et vraiment, c'est le seul et unique solution pour vraiment saisir les bonnes affaires. Parce qu'une bonne affaire, tout le monde fonctionne de la même manière. À partir du moment où il y a une bonne affaire sur le marché, elle est saisie très rapidement. Voilà. Donc, un service de A à Z, recherche de biens selon vos critères, Benjamin sur l'Île-de-France. Euh, Ensuite, une fois qu'un bien est trouvé, sachez-le, on ne fait pas, on vous fait pas 15 000 propositions en simultané. C'est-à-dire qu'on part sur la base de vos critères, Benjamin part sur la base de vos critères, et il se fixe sur la base de vos critères. Et à partir du moment où il considère vraiment qu'il y a un bien qui correspond à vos critères, là, il vous fait la proposition du bien. C'est pas au bout d'une semaine à vous proposer 10 biens qui ne va pas vraiment correspondre à vos critères, etc. Et surtout, vous allez être perdu, vous ne saurez plus quoi choisir. Non, l'idée, c'est vraiment voilà, d'aller chercher la vraie valeur ajoutée d'un chasseur immobilier qui va se baser sur vos critères et vraiment trouver le bien qui vous convient et vous le proposer. Voilà. Donc, c'est une proposition bien par bien. Alors, évidemment, une fois qu'on vous a proposé un bien, que Benjamin vous a proposé un bien, vous n'êtes pas obligé, évidemment, voilà, vous êtes libre de dire, bon, ça ne va pas. Et dans ce cas-là, Benjamin repart à la chasse repart à la chasse ou à la pêche d'un nouveau bien. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et à mon sens et à notre sens, on considère vraiment qu'il n'y a que cette manière-là, cette méthode-là qui est efficace et qui permet vraiment de fournir une vraie valeur ajoutée. Voilà. Une fois que le bien est trouvé, on vous présente le bien, Benjamin rédige une fiche détaillée, comme celle qu'on vous a présentée dans le webinaire, avec tous les chiffres, la rentabilité future, prévisionnelle, le coût des travaux prévisionnels, le prix d'achat du bien, la rentabilité, enfin voilà, Si tu le les souhaites, frais je de peux notaire, etc. présenter, si tu le souhaites, je peux présenter le fichier Non, pour. non, mais de toute façon, il y a le replay, et puis là, ça fait 50 minutes, il n'y a pas de souci. De D'accord. toute façon, pour les gens qui ont assisté au webinaire, ils auront le replay. Moi, je referai une relance par mail, hein, pour tous ceux qui nous regardent là tout de suite. Vous aurez une relance par mail de ma part, si vous avez des questions, etc. Et puis, ils pourront fixer des visuels avec moi et être en relation avec toi aussi, comme tu le sais, comme on le fait à chaque fois. Donc, pas de souci. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour décrire un peu les choses. Vous aurez une fiche détaillée avec les photos du bien, etc.
Et ensuite, si le bien vous plaît, et ben à ce moment-là, on prend tout à notre charge. Signature du compromis, signature de l'acte de vente, tout peut se faire par procuration. Une fois que le bien est signé, vous êtes propriétaire du bien. À partir de là, on attaque les travaux. On s'occupe de tout avec nos équipes. Donc ça, c'est pas anodin parce qu'aujourd'hui, travailler avec des artisans, même quand on est sur place, ça peut être très très compliqué. Si on n'est pas derrière, c'est vraiment, ça peut être souvent la cour des miracles. Alors, je vous laisse imaginer de gérer des travaux quand vous êtes à Hong Kong, Singapour ou à Tombouctou ou je ne sais où. Ça peut vraiment être voilà, vraiment une source de vraies problématiques. Donc, non seulement on va travailler avec nos artisans qu'on connaît, ça c'est le premier point, mais en plus, on va gérer de A à Z tous les travaux. Et honnêtement, bah, derrière, vous avez strictement rien à faire, quoi. Voilà, ni plus ni moins. Donc, gestion des travaux jusqu'à la finalisation des travaux. Évidemment, vous êtes un peu le maître d'œuvre des travaux. C'est vous qui décidez, bien évidemment, de ce que vous voulez qu'on fasse, etc. En discussion avec Benjamin, qui gère les travaux. Et donc, livraison du bien clé en main, comme vous l'avez vu avec le travail qu'on fait, hein, avec des biens refaits à neuf, nickel, comme vous avez vu sur les photos avant et après. Et donc, livraison du bien clé en main. Et à partir de là, on peut même s'occuper de vous trouver des locataires. Et comme on l'a dit, en ce moment, bah, le marché est assez propice parce qu'il y a peu d'acheteurs, mais beaucoup de locataires. Donc finalement, là, sur les biens, sur les projets sur lesquels on travaille et qu'on a bouclé dernièrement, comme le dernier que vous avez vu en photo, bah, comme le disait Benjamin, on n'a pas vraiment eu de difficulté de trouver des locataires. Voilà. Donc, c'est un service vraiment de chasse immobilière, ça j'insiste vraiment là-dessus. C'est toujours là-dessus qu'on insiste auprès de nos clients quand on présente ce service-là, parce que c'est là-dessus vraiment que vous allez tirer un intérêt de passer par nos services. L'idée, c'est vraiment qu'en passant par nos services, on puisse vous puissiez accéder à un prix au mètre carré plus intéressant que si vous alliez voir directement vous-même, et surtout avec un bien livré clé en main, nickel, et prêt à être loué. Voilà. Dernière, et voilà, je conclus juste, évidemment, on avait également notre service crédit avec Manuel. Et là, en l'occurrence, si on s'occupe en plus du financement, là, on est vraiment sur un projet clé en main. Vous avez strictement rien à faire parce que vous n'aurez même pas les relances du notaire si les délais sont dépassés. Voilà, à gérer les vendeurs, les notaires, etc. Ça, c'est la partie de Manuel, de Benjamin et de moi. Donc vraiment, il y a, avec là, en plus la solution de financement derrière, c'est vraiment une solution totalement aboutie, clé en main, où vous avez strictement rien à faire. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a tout dit. Juste dernière chose, le webinaire est enregistré, un replay sera envoyé. Et pour ceux qui ont apprécié ce webinaire, je vous enverrai de toute façon un mail. Et si vous voulez échanger de manière plus approfondie sur des questions purement pratiques avec moi, et également, il est possible de vous mettre en relation directement avec Benjamin si c'est l'Île-de-France qui vous intéresse, pour des questions ultra pratique de terrain sur quelle localité est la mieux en ce moment, etc. Enfin voilà, ça, on sait que les clients aiment bien ça. Donc moi-même et chez Crédit International, voilà, on n'hésite pas de faire le lien directement avec nos chasseurs immobiliers pour qu'ils puissent répondre à vos questions vraiment concrètes. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore Manu et Benjamin. Je vous souhaite une bonne journée et Merci à beaucoup. bientôt. Et à Bonne journée à tout bientôt. le monde. Allez, Merci, pour bonne les journée. futurs projets, j'espère. Bye Au bye. revoir.